Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Aquili. 9h34 sur Sud Radio, la vérité en face. Vous nous appelez au 0826 300 300. Cette actualité vous fait réagir ce matin. Nous avons entendu Clément Barguet en direct du 16e arrondissement de Paris. Vous savez, là où se produit, où s'achève cette mobilisation en faveur de l'ancien président, près de son domicile, près du domicile des Sarkozy. Il a quitté donc son domicile pour rejoindre là, ça y est, la prison de la Santé. Je suis pas sûr qu'il y ait des images d'ailleurs, et ils vont faire tous en sorte de faire en sorte que le président n'apparaisse pas, ne soit pas visible ce matin. Qu'en dites-vous? 0826 300 300, vous nous appelez. Et quelle est la réalité de ce qui se passe derrière les barreaux? On entend toujours dire que tout est sous contrôle, mais est-ce bien réel? Qui décide dans les prisons? Deux invités ce matin avec nous, maître Sophie Obadia, bonjour. Bonjour. Avocate pénaliste au barreau de Paris, et Yvan Gombert, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Secrétaire national du syndicat Force ouvrière des directeurs des services pénitentiaires. Alors je crois que je dois vous libérer dans une dizaine de minutes, donc je vous donne la parole tout de suite. Allez, c'est à vous. Première chose, je vous fais un rapide tour de table avec tous les deux. Sarkozy en prison, Nicolas Sarkozy en prison. Pour vous, il est à sa place. Je commence par vous, Yvan Gombert. On n'a pas à juger de l'opportunité ou non de son incarcération. Nous, on le gère au quotidien comme d'autres personnalités qui peuvent être incarcérées. Il va être dur à gérer à la santé? Non. Pas du tout. On dit que ça pose des problèmes de sécurité, d'organisation. Non, c'est un placement à l'isolement classique. Non, ça va rien changer au quotidien d'une personne isolée. Pas de difficulté tout ce qu'on peut lire ou dire ou entendre dire sur c'est très compliqué, il faut l'isoler, il faut le préserver vis-à-vis, c'est n'importe quoi. Non, parce que c'est un régime d'isolement classique, comme on a eu Pierre Palmade, ou comme on peut avoir un directeur de prison à l'isolement, ou un magistrat, ou un commissaire. C'est du classique. C'est du classique. Là-dessus, maître Sophie Obadia. Oui, c'est vrai que c'est du classique. C'est du classique. Effectivement, d'aller voir une personnalité en détention, pour les avocats qui viennent, c'est exactement la même chose qu'un détenu de droit commun. Vous savez tous les deux qu'on parle vrai si vous y allez. Oui, mais je vous dis, en revanche, je ne pensais pas de mon vivant voir un président de la République franchir les murs de la maison d'arrêt. Il les franchira d'ailleurs en voiture, on ne verra rien. Mais enfin, l'image symbolique qui consiste à placer sous écrou un président de la République, ça, c'est une image très forte. L'exécution provisoire. Avec une exécution provisoire, mais dont j'étais certaine qu'elle interviendrait un jour. C'est effectivement ce que l'on veut montrer aux Français. C'est-à-dire que, oui, les puissants peuvent aller en prison. Oui, l'exécution provisoire, c'est-à-dire le fait de ramener la peine au plus rapide possible, c'est également faisable pour un puissant. C'est ce qu'ont voulu dire les juges. Alors ça demande de mise en liberté conditionnelle. Je crois que c'est 2 mois le délai. Alors c'est pas une liberté conditionnelle, c'est une demande de mise en liberté en attendant le procès d'appel. La liberté conditionnelle, c'est quand vous avez définitivement été condamné. Là, il ne l'est pas, il est présumé innocent puisqu'il a le droit à un procès en appel. Et de fait, il ne peut former cette demande de remise en liberté qu'une fois franchi le mur de la maison d'arrêt et placement sous écrou. Donc c'est aujourd'hui qu'il peut le former. Et dans les 2 mois qui viennent, il sera vu, auditionné par la Cour d'appel de Paris, qui le jugera au fond également, mais qui, avant de le juger au fond, dira si oui ou non il peut être remis en liberté en attendant. Si je comprends bien, maître Sophie Obadia, le délai en soi est une information. C'est-à-dire 2 mois maximum. Plus ça traîne, plus les uns les autres diront, en soutien de Nicolas Sarkozy, du moins ceux qui le soutiennent, si ça traîne, c'est qu'on veut le punir. Alors vous savez, je pensais que peut-être le procureur demanderait sa mise sous écrou plus tard dans la saison. J'avais même imaginé que c'était pour les fêtes de Noël. Donc finalement, qu'il y aille aujourd'hui, c'est un avantage pour lui parce que ça raccourcit éventuellement le délai de remise en liberté. Je dis bien éventuellement parce que ça peut ne pas fonctionner. Il peut être sorti pour Noël. Oui, mais ça peut ne pas fonctionner. Ça peut ne pas fonctionner. Voilà. Yvan Gombert, enchaînons, si je puis dire. Par-delà le sort du président de la République, Nicolas Sarkozy, vous avez raison, tous les trois, nous pensons la même chose. C'est un jour particulier, quand même, dans l'histoire de notre 5e République. C'est une première. Rappelez-vous la condamnation de Jacques Chirac, il n'y a jamais eu de question de détention de quoi que ce soit. Là-dessus, Yvan Gombert, vous dites, c'est une détention ordinaire, classique, c'est une mise à l'isolement. Alors je crois il faut comprendre les choses. Qu'est-ce qui se passe? C'est une cellule de 9 mètres carrés, elle est équipée d'une certaine façon. C'est une cellule complètement normale, de détention complètement normale. La seule différence, c'est qu'il ne va croiser aucune personne détenue. Aucune. Nulle part. Même pas éventuellement, même pas la cantine. Dans l'absolu, il peut croiser 2 détenus si la direction d'établissement considère que des profils sont adaptés. C'est ce qu'on appelle toujours ça.
Non, parce que c'est ce qu'il y avait par exemple dans l'ancienne prison de la Santé, on appelait ça le quartier VIP, c'est-à-dire que toutes les personnalités étaient regroupées et pour le coup, des personnalités, ça s'agresse pas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on les regroupait dans une sorte de quartier d'isolement. Mais c'est pas interdit par les textes de croiser d'autres détenus. C'est juste on est très attentif à ce qu'ils ne croisent pas d'autres détenus dangereux pour sa sécurité, bien évidemment, parce que l'objectif c'est la sécurité. Yvan Gombert, je profite de votre présence ce matin. Vous avez la parole libre. Vous êtes représentant FO. Les prisons, qui gouverne? Vous savez, on entend tout et son contraire aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez un discours officiel, la pénitentiaire c'est sous contrôle. Bon, il y a évidemment une surpopulation carcérale, c'est dit, il faut construire plus de prisons. Vous avez une prison spéciale qui est sortie de terre, enfin si je peux dire, qui a été aménagée. Mais qui décide? Vous avez d'autres témoignages de personnalités qui sont passées par là, qui vous racontent que certains détenus, des gros narcotrafiquants, des chefs de gang qui détiennent au fond les clés, on va dire, de l'organisation interne, qui ont des portables à disposition, qui auraient de l'argent pour cantiner, etc., qui seraient les vrais patrons des tôles. Quelle est la réalité de ce qui se passe en prison aujourd'hui? Disons qu'entre guillemets, je mets des guillemets, ça a plus ou moins toujours existé, c'est ce qu'on appelait le caïda. Ce qui a évolué, c'est la capacité financière de ces caïds, c'est-à-dire des gros narcotrafiquants qui disposent de millions et de millions d'euros, qui vont être en capacité soit de corrompre des agents, soit de corrompre aussi des détenus, parce que ça, on sous-estime aussi cette capacité à phagocyter autour de lui toute une smala de petits délinquants qui vont agresser des personnels, agresser des personnes détenues, et d'une certaine manière un peu faire la loi en détention. C'est d'ailleurs pour ça que nous, notre syndicat était très très favorable à la création de ce QLCO pour extraire. Donc précisons pour nos auditeurs le quartier voulu par Monsieur Darmanin. Voilà, à Vendin, le Vieil Puy, à Condé-sur-Sarthe, voilà. Pour extraire ce type de profil de la détention. Parce que souvent, soit on les place à l'isolement si on réussit à trouver des motifs, mais souvent c'est des détenus qui sont très malins, donc ils commettent pas d'incident, on voit rien, c'est-à-dire qu'on sait que c'est eux qui mènent la danse, mais c'est très difficile de motiver un placement à l'isolement. Donc là, on arrive à les faire sortir de la détention sur des motifs plus larges. Et puis l'isolement, c'est un peu compliqué parce que on peut pas le faire sur une très longue durée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les placer à l'isolement pendant 1 an, puis 2 ans, ça devient compliqué. Là, on a trouvé une modalité dans ces 2 établissements qui est beaucoup plus fine, puisque comme ils croisent d'autres détenus, on n'est pas vraiment sur un isolement strict. Puisqu'ils peuvent discuter avec 5 détenus en cours de promenade. On n'est pas sur un pur isolement. Donc ça permet de rallonger la durée, on va dire, qui permet de supporter la détention en étant isolé. Maître Sophie Obadia, je vais vous donner la parole dans un instant. Juste une question complémentaire. Vous évoquez Condé-sur-Sarthe. Oui. Ce sont des, pardon pour c'est pas de l'humour, mais ce sont des prisons de super riches, enfin en tout cas de super riches délinquants. Ça règle le problème? Alors non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces établissements ont été construits à l'origine, notamment par Nicolas Sarkozy, pour être des établissements de haute sécurité. De haute sécurité. Voilà, ils ont été conçus dès le départ comme ça. Et au moment de l'ouverture, politiquement, c'était pas possible. Donc du coup, on a, je mets des guillemets, un peu dégradé les profils qui étaient prévus dans ces établissements. Donc finalement, c'est un retour aux sources. Retour aux sources de ce qui était prévu à l'origine. Maître Sophie Obadia, vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris. La réalité de ce qui se passe derrière les prisons, dans les prisons, derrière les barreaux, vous la connaissez? Je la connais très bien et je trouve qu'effectivement, elle a beaucoup changé. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé dans ce métier, il y avait une dichotomie entre les prévenus, qui étaient donc placés en détention provisoirement, détention provisoire, c'est d'ailleurs ce qui s'applique à Nicolas Sarkozy d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas définitivement condamnés, et il y avait les condamnés. Donc il y avait 2 types d'établissements, mais on savait bien déjà dans la pratique qu'on rencontrait par exemple à la santé des détenus provisoires et des condamnés en attendant qu'ils soient orientés vers d'autres établissements de longue peine ou de peine à purger. Aujourd'hui, il y a une sorte de Big Bang, c'est-à-dire que comme effectivement le trafic, puisque vous parlez essentiellement du narcotrafic, continue pour ceux qui sont ou en détention provisoire ou condamnés, effectivement, la donne n'est plus du tout la même. Et là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, l'argent,
l'argent en détention, la possibilité de corrompre, la possibilité de s'acheter une sécurité, d'avoir une bande autour de soi, oui, ça existe. Mais ça n'existe pas que pour les narcos. Là, j'ai rencontré récemment plutôt un col blanc qui a dû partir en détention pendant plusieurs mois. Eh bien, parce qu'il se sentait menacé en tant que col blanc par d'autres en détention qui allaient peut-être le violenter, oui, il s'est acheté, entre guillemets, les faveurs d'un homme fort, grand, qui le protégeait. Vous voyez ? Vous voulez dire d'un autre détenu ? D'un autre détenu qui allait lui servir de garde du corps. Donc vous voyez la logique qui en fait préside à tout ça en détention. C'est que la sécurité, elle n'est pas réellement assurée comme elle devrait l'être par l'administration pénitentiaire et par des fonctionnaires. Ça n'est pas jeter la pierre dans le jardin de la fonction publique, mais c'est impossible, parce que les règles communes de la délinquance, ou en tout cas de l'organisation, consiste à avoir une protection si on veut évoluer dans un monde qui est violent. Un dernier mot, je sais que vous allez vous évader de ce studio, Yvan Gombert. Vous validez ce qui vient d'être dit par Maître Sophie Obadia ? En fait, oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un modèle qui est trop universaliste. C'est-à-dire qu'on mélange tous les détenus, quel que soit leur profil. C'est pour ça que finalement le QLCO permet d'individualiser et de sortir des profils avec une très grosse capacité financière, avec des très gros moyens, et de les sortir de la détention normale pour pas se retrouver avec monsieur lambda. Voilà. Et le gros défaut de notre système, c'est celui-ci. Un modèle trop universaliste. Trop généraliste. Il faudrait faire de la haute couture. Il faudrait faire de la haute couture avec des quartiers différenciés selon les profils. Parce que celui qui est défendu par un avocat d'office qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de moyens, oui, il va être recruté par quelqu'un qui a les moyens pour lui faire des basses besognes. Parce que c'est un monde violent. Exactement. Allez, Yvan Gombert, je crois que je vous libère, c'est ça, hein ? Oui, merci beaucoup. Vous avez d'autres rendez-vous qui vous attendent. Merci d'être passé dans ce studio. Merci pour votre franc-parler. Je rappelle que vous êtes secrétaire national du syndicat FO, des directeurs des services pénitentiaires. Allez, merci à vous. Merci. Vous pouvez partir, hein, vous avez le droit. Hein. Il s'évade, ça y est, c'est parti. Maître Sophie Obadia, vous restez avec nous. 0826 300 300, vous nous appelez pour La Vérité en face. Nous parlons justement du sort de Nicolas Sarkozy et plus généralement de ce qui se passe en prison. À tout de suite pour la suite de La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Akili. Avec notre invité, Maître Sophie Obadia, avocat pénaliste au barreau de Paris. Nous évoquons ce matin, en marge de l'incarcération en ce moment même du président ou de l'ancien président Nicolas Sarkozy, de ce qui se passe derrière les barreaux. Yvan Gombert du syndicat Force Ouvrière, secrétaire national et directeur des services pénitentiaires, évoqué avec un certain réalisme qu'au fond tout n'est pas sous contrôle en prison. Maître Sophie Obadia, nous évoquions, nous échangions pendant la pause là, et vous attendez quelque chose quand même du passage de Nicolas Sarkozy à la santé. Oui, pleine d'espoir. Vous voyez, un avocat, c'est toujours du côté de la vie. Mais tant mieux. Non, mais c'est vraiment un avocat pénaliste vient chercher la liberté, vient chercher la vie, vient chercher. Oui. Des bonnes nouvelles, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Donc je dis, quand vous dites, nous parlons en marge de la détention, vous vous rendez compte déjà, c'est en marge, mais en marge, il y a des milliers de détenus. Donc en fait, la marge, c'est la masse. Et dans cette masse, effectivement, ce qui est tenu par l'administration pénitentiaire, c'est cette espèce de rituel qui consiste à entrer en prison, être placé sous écrou, à devoir donner toutes ses affaires, une fouille, on ramasse toutes vos petites affaires, on les dépose quelque part. Vous n'êtes qu'un numéro d'écrou, on va vous donner une place en détention. D'abord, on va vous placer au quartier arrivant pour vous observer, pour savoir pourquoi vous êtes là. Vous verrez un médecin, et puis vous aurez le droit de demander un permis de visite, et puis ça prendra beaucoup de temps avant que vous voyiez les vôtres. Pas pour Nicolas Sarkozy, je vous rassure, mais pour un détenu lambda, il va attendre des semaines. Des semaines ? Oui. Tout prend des semaines. Voir un médecin psychiatre, parce que la plupart des détenus souffrent de maladies mentales, ou en tout cas, on va essayer de les calmer. La claustrophobie, le fait d'arriver dans un lieu particulièrement anxiogène, avec des sons, des odeurs nouvelles. Voyez, moi, l'odeur de la prison, je la reconnais dans la rue. Ah, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Et là, je la reconnais dans la rue. Je suis capable de dire, tiens, celui-là, il est passé par la prison. Tellement c'est un monde clos, avec vraiment comment vous dire, le corps évolue dans un autre univers. Les distances ne sont pas les mêmes. Quand quelqu'un sort de détention d'une longue peine, par exemple, sachez qu'il ne peut pas vous voir de la même manière. Parce que les murs sont tellement intégrés à son mental qu'il n'est plus le même, qu'il ne se déplace plus de la même manière.
tout change en détention. Une forme d'angoisse de l'espace vide. Oui, tout se rétrécit, tout est autre. D'accord ? Donc ça, il faut bien le mesurer. Je ne suis pas en train d'édulcorer ou de... Ça fait partie de la punition. Ça fait partie de la punition. Vous savez, c'est un châtiment corporel. Alors, on reparlait beaucoup de Badinter il y a quelques jours, mais c'est vrai que placer en détention une personne qui était libre et qui n'est pas habituée à faire des allées et venues, il y a beaucoup de détenus qui font des allées et venues en détention. Là, je vous parle de détenus primo-délinquants qui vont y aller pour la première fois. C'est ce qu'on appelle le choc carcéral. C'est-à-dire, vous arrivez, vous avez un choc physique, émotionnel et mental. Donc personne ne peut ressortir indemne, pas même un Nicolas Sarkozy qui n'y resterait que peu de temps. Alors, en réalité. La durée compte, mais moi, je compte des clients qui sont allés pour quelques mois en détention provisoire, qui aujourd'hui sont libres en attendant leur jugement. Je mesure leur obsession de ce passage par la maison d'arrêt. Certains ne parlent que de ça, certains ne dorment plus depuis leur passage, parce que souvent, on les a également un peu sédatés en détention. Pour avoir la paix, pour que les gens aillent mieux, pour qu'ils supportent cet enfermement, eh bien, on donne des neuroleptiques, des médicaments, et ensuite, il faut s'en débarrasser une fois que vous êtes remis en liberté. Ils dorment. Et puis, parce que c'est des cris aussi, la prison. C'est comme l'asile psychiatrique, c'est des cris, c'est des gens qui se plaignent, qui tapent sur les barreaux, etc. De la violence. C'est plus qu'une violence, en fait. C'est une forme d'angoisse maximale. Qu'attendez-vous du président Sarkozy Mais qu'il en parle. Qu'il en parle. Parce que, voyez-vous... Il veut préparer un livre. Alors, s'il prépare un livre, je n'ai aucun conseil, évidemment, à lui donner. Mais comme je sais que c'est un homme qui, parfois, est disruptif, je pense que de parler de la détention provisoire, c'est-à-dire celle où on attend son jugement, celle où on n'est pas encore condamné, où on n'a pas fait la preuve de la culpabilité. Pardon ? Ce n'est pas la même. Elle est mélangée avec ceux qui purgent. Mais quand vous arrivez en détention provisoire, c'est-à-dire que le juge considère que vous êtes ou trop dangereux, ou que vous n'avez pas de garantie de représentation, parce que vous n'avez pas une famille stable, un travail stable, etc., on vous place en détention provisoire. C'est un peu une spécificité française. Et il y a un tiers quasiment des détenus français qui attendent leur jugement, qui ne sont pas condamnés. Ce qui est, si on le philosophiquement, une sorte d'atteinte à la présomption d'innocence, puisqu'on ne sait pas s'ils sont coupables. Eh bien, de cela, peut-être que Nicolas Sarkozy pourrait parler, parce que leur vie en détention, celle dont qu'on vient d'évoquer, elle est, comment dire, elle est délétère. Ça ne construit rien. C'est un temps d'attente essentiellement, un temps où on est mis à l'écart, alors parfois pour des bonnes raisons, je ne suis pas en train de vous dire que tous les détenus provisoires ne devraient pas y être, mais certains ne devraient pas y être parce que leur dangerosité n'est pas avérée. Mais comme encore une fois, on ne sait pas très bien où les mettre, qui peuvent représenter un danger pour eux-mêmes, parfois on dit voilà, vous êtes mis en détention. Ça ne se justifie pas dans un grand nombre de cas à vos yeux. En tout cas, ça se discute beaucoup, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des recours et qu'on obtient parfois des remises en liberté par la chambre de l'instruction quand quelqu'un est en détention. Elle fait des dégâts sur les personnes, j'imagine. Alors elle fait des dégâts sur les personnes, je vous l'ai dit, au plan corporel et mental. Elle fait aussi des dégâts sur les familles. Parce que quand votre père ou votre mère est en détention provisoire, est-ce qu'il faut emmener les enfants au parloir ? Est-ce qu'il faut construire une vie en attendant ? C'est ce temps d'attente qui est extrêmement destructeur. Nous verrons s'il écrit... Il peut peut-être en parler, lui, de l'intérieur. Et je pense qu'il le fera. Et ce serait une formidable opportunité en ce jour si particulier pour la République, hein ? Un jour très particulier pour la République, où effectivement, on se dit, bon, tout le monde est à égalité, mais je suis un peu gênée par cette mise en scène que je trouve obscène, parce que tous ceux qui rentrent en détention chaque jour, que Dieu fait, n'ont pas, je dirais, droit à ce spectacle. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais... À mon sens, c'est bien de le dire, c'est bien d'en parler comme nous le faisons aujourd'hui, mais je pense que les images sont excessives. Merci, maître Sophie Obadia, avocat pénaliste au barreau de Paris, pour cet éclairage ce matin important. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Bonjour Valérie Expert. Bonjour Jean-François. Alors, mettez-vous d'accord sur quoi ce matin ? Eh bien, écoutez, on va poursuivre un petit peu la réflexion de maître Obadia. Je partage, moi, son sentiment, ces images ce matin. Alors, vous nous direz, auditeurs de Sud Radio, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez été touché ? Est-ce que vous avez eu le sentiment que c'était une mise en scène de communication ? Est-ce que vous êtes choqué par cette incarcération ? La plupart des sondages nous disent que non, qu'ils comprennent cette décision de justice. Bref, on va y revenir. On va revenir évidemment sur le casse du siècle au musée du Louvre. Et puis moins d'un Français sur deux considère aujourd'hui le RN comme un danger pour la démocratie. C'est un sondage sur lequel on va revenir dans un instant avec vous. Évidemment, on attend votre avis au 0826 300 300. Bonne émission Valérie. Sud Radio.